Bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence pour ce 34e déjeuner jeunes chercheurs du LabEx Futur Urbain, qui est aussi le dernier. Voilà, c'est le dernier de la série. On a commencé ces déjeuners en 2021 et donc c'est la première manifestation de la fin du LabEx Futur Urbain qui s'arrête en décembre prochain. Donc à la rentrée, on va proposer d'autres formats pour accueillir et donner la parole aux doctorants et aux doctorantes. Alors, on est ravis d'abord que ce dernier déjeuner soit un déjeuner d'historiens et d'historiennes. Donc, on a le plaisir d'accueillir Paul Le Sieur, qui va nous proposer en fait un déjeuner autour d'une partie de son travail de thèse qui est en cours d'achèvement actuellement. Le titre de ce déjeuner, c'est le personnel technique du service municipal des travaux de Paris, 1850-1910, à la phase d'osmanisation, si on veut. Donc cette thèse est co-dirigée avec Sabine Barle qui malheureusement en fait a un imprévu de dernière minute et donc ne pourra pas être avec nous. Donc je vais faire à la fois l'accueil et puis l'introduction et la présentation de Paul Le Sieur. J'en profite pour remercier Louis Baldasseroni, maître de conférence à l'université de Nîmes, qui a accepté de faire la modération de ce déjeuner. Donc, ce que propose Paul Le Sieur dans sa thèse, c'est un travail qui se situe au croisement de plusieurs types d'histoires de la ville et de la voirie. D'abord, une histoire matérielle, hein, puisque Paul retrace l'histoire du revêtement de la voirie de Paris, mais aussi l'histoire de l'organisation politique et administrative de la gestion de ce revêtement, donc à travers la direction de la voirie parisienne, qui est encore aujourd'hui l'un des grands services de la ville de Paris. C'est aussi une histoire technique. Il va rentrer un petit peu dans le détail, mais il y a plusieurs types de revêtements à la période qui l'intéresse, des revêtements qui sont en concurrence les uns avec les autres et qui ont des coûts relativement importants. Et c'est l'un des objectifs de la thèse de faire cette histoire-là. C'est une histoire naturellement politique puisque ça relève d'arbitrages importants, hein. La ville de Paris, je ne vous apprends rien, étant une ville où l'administration, la gestion politique a toujours été très particulière, spécifique et particulièrement compliquée. Enfin, c'est une histoire du Grand Paris. Ce déjeuner est proposé par le groupe transversal Inventer le Grand Paris, hein. Je remercie ici tous les collègues animatrices et animateurs de ce groupe qui sont présents. L'histoire du Grand Paris, parce que bien évidemment, la thèse commençant aux alentours de 1850, donc sous le Second Empire, il y a tout de suite en fait la question de l'annexion et des conséquences de l'annexion de 1860 sur la gestion de la voirie parisienne. Alors, ça me permet aussi de rappeler que le LabEx Futur Urbain a toujours voulu privilégier les approches pluridisciplinaires et dans le cas de la thèse de Paul Le Sieur, une approche résolument interdisciplinaire au croisement de l'histoire des sciences et techniques et de l'histoire urbaine. Ça me permet aussi de saluer la place et le rôle d'un certain nombre d'historiens ingénieurs ou d'ingénieurs historiens. Donc c'est l'occasion de saluer la mémoire d'André Guillerme qui est disparu il y a quelques jours. Vous savez les uns et les autres le rôle qu'André Guillerme a pu jouer en fait dans cette promotion d'une histoire des sciences et techniques qui croise avec l'histoire urbaine et avec l'histoire sociale. C'est évidemment l'occasion de rappeler tout, à la suite d'André Guillerme, tous les ingénieurs historiens, hein, donc Nathalie Roseau ici présente, Nathalie Montel, Arnaud Passalacqua, et je souhaite que Paul Le Sieur prenne la suite de ces illustres aînés EES dans, je dirais, la promotion de cette histoire particulière qui n'hésite pas en fait à se frotter à des archives techniques parfois assez ardues et qui nous permet en fait de comprendre un petit peu la manière dont la ville se fait et dont les réseaux en fait se font, s'entretiennent et constituent la ville d'aujourd'hui. Voilà, donc sans plus tarder, je te laisse la parole, Paul, pour que tu puisses nous présenter un exposé de 25 à 30 minutes environ un petit peu ce que tu as à nous dire sur le personnel technique du service municipal de la ville de Paris. Merci. Merci Loïc pour cette présentation, cette introduction. Là, ça marche. Bon, vous me direz si Oui, le oui, c'est bon. diaporama ne se lance pas. Des fois, il y a des petits problèmes. Donc, très maintenant, 30 minutes, je vais essayer de faire un plus assez rapide du coup. Parce que ouais.
Tout d'abord, du coup, ouais, pour commencer, pour préciser un petit peu les choses, quand du coup j'ai dû un petit peu rédiger cette présentation, il m'est apparu que aborder, et c'est dommage, enfin, je ne vais pas avoir le temps en fait d'aborder la fin de la période d'Alfort, donc c'est-à-dire après les années 1880, 1890. Il y a beaucoup de changements qui se passent à ce moment-là au niveau de au plus qu'à Paris. Et dans ce que je voulais démontrer, en fait, voilà, j'ai fait le choix finalement de me concentrer vraiment sur la période plus haussmannienne jusqu'à 1878, comment le voir. Voilà, c'est une petite présentation. Donc d'abord, donc, voilà. Donc, merci beaucoup donc, de cette invitation. Je suis ravi de clôturer ces déjeuners jeunes chercheurs avec cette présentation du coup sur au-delà de l'équipe d'Haussmann, le personnel du service municipal des travaux de Paris. Donc Haussmann, le préfet de la Seine, expose dans ses mémoires l'importance du choix de son équipe d'ingénieurs et d'architectes qui composent le service municipal des travaux, afin de réaliser le grand projet que lui a confié en 1853 Napoléon III, c'est-à-dire la transformation de Paris. En fait, c'est tiré l'idée de voir un peu au-delà des équipes, de l'équipe d'Haussmann. Elle m'est venue en fait de la lecture des mémoires dont je tire en fait comment dire, cette citation. Donc, je rencontrais chez Monsieur Dupuis une résistance que je ne pouvais pas tolérer un instant de la part du directeur du service municipal. Il faut un petit peu essayer de chercher de quoi ça parle. Donc, Dupuis, c'est le directeur du service municipal là, du service municipal pardon, des travaux. L'implication personnelle du préfet, elle se perçoit en fait dans l'utilisation quasi exclusive de la première personne du singulier tout au long du récit. D'ailleurs, ici, pardon, je rencontrais chez Monsieur Dupuis une résistance que je dû combattre patiemment et tout au long, à chaque fois, quand il doit expliquer tous les choix qu'il fait dans l'organisation du personnel, c'est tout le temps à la première personne. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment l'équipe d'Haussmann, selon moi. C'est pour ça que je dis ça. Il ne manque jamais de louer les qualités de chaque homme, hein. Ce sont surtout des hommes qui composent son personnel qu'il a eu auprès de lui pour l'accompagner, du coup, pour ce grand projet. Et même de ceux dont il a préféré s'écarter, du coup, à l'exemple de Dupuis, le directeur des services municipaux. L'une des causes de leur mésentente, hein, ce à quoi il parle, à quoi il fait référence quand il parle de résistance, ça concerne la solution en apparence donc technique envisagée par les deux protagonistes pour approvisionner la capitale en eau, donc pour une eau pure et saine. L'objectif est de faire venir des sources donc de l'extérieur assez loin de Paris. Et Dupuis milite pour les faire venir, d'utiliser des machines élévatoires modernes. C'est comme ça que les présente Haussmann dans ses mémoires. Et lui, bah, il préfère des aqueducs à la romaine. Et finalement, c'est le préfet qui obtient gain de cause et il obtient il évince du coup Dupuis de sa position et il nomme à la place enfin, il nomme Belgrand, l'ingénieur Belgrand, qui est lui-même partisan de cette méthode, euh, de la méthode du coup des aqueducs à la romaine. De nombreux ouvrages historiens rendent hommage aux travaux de ces ingénieurs, de ces architectes qui ont apporté leur concours au projet d'embellissement de la capitale. On loue alors le mérite du préfet d'avoir su s'entourer d'une équipe compétente dont les noms ont approché en leur temps la renommée du baron. Ça va du coup Belgrand que je viens de citer, ou encore Alphand, Barry Deschamps, Baltard, l'ingénieur Mille. Enfin, la liste serait assez longue. Ce sont donc ces hommes de l'art qui ont esquissé les plans de chaque projet, suivi les travaux, rédigé les cahiers des charges qui ont permis à Paris de rattraper ce que les autorités préfectorales considèrent un retard vis-à-vis de Londres, c'est-à-dire en matière d'équipement public, et ainsi rendre son prestige à la ville lumière. Il est vrai que cette équipe a réussi en grande partie ce pari donc d'augmenter les équipements. Donc j'entends bien sûr les égouts, l'éclairage, de rajouter des plantations d'aliments, rajouter du mobilier urbain, etc., etc. Bien sûr, les percements, évidemment, le tracé de la voirie, les percements haussmanniens, l'élargissement des voies, l'établissement des boulevards, voilà. Donc ce pari est en grande partie réussi, hein, bien qu'il y ait d'autres conséquences sociales peut-être non prévues par ses protagonistes, mais je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Ce que je veux seulement faire remarquer, c'est que mettre en avant ces ingénieurs-là, ces figures, en étudiant chacune de leurs réalisations, ça réduit finalement l'étude des dites réalisations de ces infrastructures à un moment, celle de leur conception et de leur construction.
Cependant, pour être pleinement fonctionnelle, celle-ci doit faire l'objet d'entretiens réguliers et même de compenser toute forme d'usure qu'elle aurait à souffrir au cours de son utilisation. C'est là l'objectif que je me suis fixé du coup dans ma thèse, qui porte donc précisément sur le réseau des voies publiques de Paris. Donc au-delà de l'équipe restreinte qui se réunit au quartier de l'Hôtel de Ville pour discuter des projets et du suivi des chantiers, il y a toute une organisation qui doit donc être mise en place pour assurer la gestion des affaires courantes, c'est-à-dire pour les infrastructures techniques, leur bon fonctionnement et leur maintenance. Améliorer l'équipement public de la ville, au-delà de constituer donc une équipe d'experts, nécessite la mise en place d'une telle structure. Et plutôt que d'analyser du coup la tête des services qui a déjà été largement fait, j'espère ici en fait rendre compte un peu plus de son squelette qui n'est peut-être pas aussi robuste qu'il n'y paraît. Alors, je vais du coup aller assez rapidement sur les premiers éléments. En fait, c'était de dire déjà que le service, donc je vais étudier le service du pavé. Initialement, il n'y a que le service du pavé. C'est celui-là qui va être l'embryon du service futur municipal des travaux de Paris. Et je vais aller rapidement parce que ça ne concerne pas véritablement la période qui m'intéresse ici de développer et que je connais un peu moins, mais on constate que les moments clés un petit peu coïncident avec ceux de l'histoire de l'administration des routes. C'est-à-dire que initialement, le but de l'inspection du pavé tel qu'il a été fait, c'est de surveiller les maîtres paveurs, les entrepreneurs après, ceux qui ont la charge d'entretenir le pavé, une charge donnée par la prévôté des marchands initialement, puis par les autorités préfectorales ensuite. Et c'est en 1739 que l'inspection du pavé, qui était autrefois gérée par les trésoriers de France, est confiée à un ingénieur des ponts et chaussées. Donc je tire cette citation du travail de Dupin, qui est un ingénieur lui-même qui a travaillé au sein de la préfecture de la Seine, qui est l'auteur d'une notice historique du pavé de Paris, qui demeure une source majeure pour étudier ce service-là et qui explique bien voilà, que c'est l'édit du mois de mai de janvier 1739 et que c'est à ce moment-là que les agents qui entraient dans le service du pavé n'eurent plus de charges à acheter. Donc auparavant, c'était des offices qui étaient achetés. Et à la place, ils sont pris dans le corps des ponts et chaussées. Donc 1739, c'est pas une date, enfin c'est pas un moment anodin dans l'histoire des ponts et chaussées. Le corps, il est constitué en 1716. Et dans les années 1730, pour l'aménagement du territoire, l'autorité royale, elle développe les institutions de ce corps des ponts et chaussées-là. Donc, il y a la mise en place de la corvée des routes en 1738, qui est généralisée. Il y a donc la corvée des routes, je le rappelle, c'est d'obliger enfin, c'est de demander aux riverains de donner aux habitants, pardon, de donner certaines journées de travail obligatoires sur les chantiers routiers. Donc, comme l'une des toiles là de Vernet le montre, hein, la construction d'un grand chemin. Pour coordonner ces travaux-là, il met en place là, un bureau des dessinateurs. Enfin, il y a un bureau des dessinateurs qui est mis en place en 1744 à Paris, qui deviendra l'école des ponts et chaussées. L'Assemblée de Trudenne, c'est pareil, dans les années 1740, qui réunit les ingénieurs pour discuter des projets sur l'ensemble du territoire, qui va devenir ensuite le Conseil général des ponts et chaussées. Enfin bref, toutes les grandes institutions se mettent en fait en place à ce moment-là, au même moment où l'inspection du pavé passe dans le giron des ponts et chaussées. Un autre moment important pour notre récit, c'est 1826. C'est à ce moment-là que la charge financière de l'entretien du pavé est transférée donc du Trésor royal au Trésor municipal. C'est-à-dire qu'auparavant, c'est donc l'État qui doit financer l'intégralité de l'entretien, et c'est pour cette raison que son personnel est recruté parmi les agents de l'État, les agents donc des ponts et chaussées. En 1826, c'est aussi du coup, cette charge-là, elle est transférée pardon, à la au trésor municipal et c'est toujours les ponts et chaussées qui s'en occupent. C'est également un moment fort en fait dans l'administration des routes. Il y a un grand conflit, je ne vais pas rentrer là dans les détails pour aller plus vite, mais il y a un grand conflit entre la Chambre des pairs et les ponts et chaussées. La statistique de route royale de France, qui est éditée par donc, Becquet, qui est le directeur général des ponts et chaussées, les pairs les considèrent trop pessimistes et il y a des grands conflits, des grandes critiques à l'égard des ponts et chaussées. On les considère en fait ne s'intéresser qu'aux grands ouvrages d'art, augmenter du coup considérablement la charge financière pour entretenir notamment les routes. Et en fait, il y a une remise en cause de l'existence en quelque sorte, enfin de la mission des ponts et chaussées. On entreprend une réforme, une partie de l'administration des routes. C'est en 1824 également qui met en place le service vicinal. Et également, le service vicinal n'est pas du tout rattaché au point HEC, mais au ministère de l'Intérieur et au préfet. Et c'est un autre, du coup, corps qui va se constituer.
Donc, ça, c'est important également dans le récit parce que la défense des ponts et chaussées passe notamment par la publication de revues scientifiques pour mettre en avant en fait leur savoir-faire et justifier en fait leur position. Et ça va conduire en fait en 1831 à la parution de la revue des Annales des ponts et chaussées dans un contexte certes un peu moins tendu, mais voilà, c'est les annales que j'ai pu étudier. Ouais. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire le service municipal des travaux de Paris. Il est constitué véritablement en 1848 par la fusion du service du pavé, dont j'ai retracé très rapidement hein, quelques dates clés, dont j'ai évoqué quelques dates clés auparavant. La fusion de ce service-là avec le service des eaux. L'objectif, ça va être d'entreprendre du coup ce grand projet de transformation de la ville de Paris. Donc le fait de rassembler ces deux services en un seul, ça permet d'aller plus vite, de coordonner les travaux plus facilement entre les deux. Pour essayer un petit peu d'avoir de nouvelles idées, le directeur du service municipal de cette époque, donc avant Dupuis, c'est donc Darcy, il est envoyé à Londres pour observer ce qui se passe. Il publie un rapport qui sera du coup publié dans les Annales des Ponts et Chaussées en 1850. Et donc, c'est le rapport dont je reproduis ici. Donc, voilà, un rapport à Monsieur le ministre des Travaux publics sur le pavage et le macadamisage des chaussées de Londres et de Paris. On voit ici qu'il s'intéresse spécifiquement du coup au revêtement de voirie. Vous m'avez demandé, chargé d'aller recueillir du coup différents documents sur les chaussées pavées mécanisées de cette ville. Hop, je vais juste faire ça parce que je vois plus après. Donc voilà, donc pour aller assez rapidement, la problématique, ça concerne principalement les boulevards en fait. C'est que dans les grandes villes, et donc il parle normalement dans les grandes villes, il y a énormément de fréquentation. Comme le dit un autre ingénieur à l'époque, hein, de Coulennes, qui a travaillé également à Paris, le mouvement de Paris, enfin, le mouvement des rues de Paris après un grand accroissement. Il met en avant la création des omnibus, qui permet aux habitants de plus circuler au sein de la capitale. L'augmentation démographique également, qui augmente par conséquent également les déplacements. Et enfin, la présence des voies de chemin de fer qui fait venir de nombreux étrangers. Et le fait de mentionner ces nombreux étrangers, ce n'est pas du tout anodin, c'est une manière également de montrer que les voies publiques de Paris n'ont pas un intérêt uniquement municipal, vu qu'ils font également le lien entre le sud de la France et le nord, en passant, en reliant les gares de la ville. Et donc, on voit que ça crée en fait donc une forte circulation qui va poser plusieurs problèmes avec le pavage qui est alors employé sur les rues de Paris, pardon. Et ce pavage, du coup, il n'est pas suffisamment stable, comme il dit également de Coulennes. Il exige des réparations fréquentes, très fréquentes. Ça, c'est à cause du grès qui est utilisé, des carrières de Fontainebleau qui est trop peu résistant. Et enfin, il ne cesse jamais, enfin, il est jamais assez doux et assez roulant. Donc là, ça fait évidemment référence aux trépidations des rousses et des sabots sur les voies pavées. Et également, doux, c'est au niveau de la nuisance sonore, du bruit des sabots, encore une fois, des roues, qui incommodent énormément les riverains. Et donc, pour ce faire, il faut trouver un remplaçant pour ce revêtement pavé. Et il y a deux revêtements qui vont être sollicités. Donc, le premier, c'est celui qui vont être envisagé. Le premier, celui que défend donc Coulennes, hein, recherche sur l'emploi de substances bitumineuses. Donc le bitume, c'est un matériau qui va faire l'objet d'une promotion de la part d'industriels et de directeurs de mines, des mines du coup de bitume et d'asphalte, hein, à Seyssel, à Val-de-Travers dans la Suisse, enfin différents endroits en France. Et donc, vu qu'il est employé à succès sur les trottoirs parisiens, en fait, on envisage de l'utiliser pour les chaussées, moyennant une adaptation du coup de sa construction, de cet asphalte-là, en le comprimant pour lui donner une plus grande résistance. Donc ça, c'est la solution qui est défendue notamment par l'ingénieur de Coulel, mais surtout en fait par tous les industriels des mines d'asphalte. Et l'autre revêtement, c'est celui évoqué par Darcy, c'est celui du macadamisage. Celui-là, donc, le macadamisage, le macadam, l'empierrement, c'est le même revêtement, en fait. Il fait l'objet de grandes recherches dans les annales des ponts et chaussées, justement, depuis même avant, en fait, la parution en 1831 des premiers numéros. Et je représente ici, en fait, juste
voilà, la synthèse un petit peu de tous ces travaux, elle est un peu formulée par Jules Dupuy, encore lui, en 1842. Et donc j'ai représenté un peu schématiquement l'idée qu'il y a derrière les méthodes d'entretien. C'est de dire que l'empirement, sa conservation repose avant tout sur l'empirement, sur l'entretien. Donc là, tout à gauche, on a la voie qui va être construite, le passage des véhicules dessus, qui va créer du coup une couche d'usure. Les roues et les sabots en passant sur les empierrements, c'est-à-dire en fait c'est des petits graviers, des petites pierres de quelques diamètres de centimètres, ben, ils vont les écraser, ça va constituer une poussière qui avec la pluie peut se constituer en boue. Et cette boue-là, donc ces détritus-là, sont particulièrement gênants pour la circulation. C'est ce que je représente dans la deuxième skill. On voit un peu le véhicule qui s'enfonce et on imagine qu'il faut encore plus de force aux chevaux pour tirer le véhicule. Donc la solution, c'est d'appliquer donc un cantonnier, un ouvrier qui est présent quotidiennement sur la chaussée pour balayer ces détritus. Mais comme on le voit, en fait, s'il balaye ces détritus, s'il retire ce volume-là, finalement, la chaussée, eh bien, elle va perdre de l'épaisseur. Et si on arrive au bout, donc au niveau après des fondations représentées ici en vert, ben, finalement, on aura consommé toute la route. Et c'est un peu, voilà, donc c'est l'apport de Dupuy de mettre en avant le fait qu'il ne faut pas uniquement balayer la chaussée, il faut aussi rajouter, compenser cette usure qui est produite par un ajout de matériaux qui doit être strictement égal au volume qui a été enlevé. Voilà, en gros, donc ça, c'est l'idée un petit peu de Dupuis. Et du coup, il va défendre un petit peu, il va aller un peu plus loin et proposer une méthode pour essayer d'évaluer les quantités, enfin la dépense nécessaire pour entretenir sur un mode normal, en fait, c'est-à-dire l'entretien annuel, les sommes qui sont nécessaires annuellement pour entretenir une route, en fonction de sa fréquentation d'une part, la qualité des matériaux d'autre part, et bien sûr, bah, du coup, le prix des matériaux usés. Donc, bon, cette valeur, il sait très bien qu'il n'y a pas de valeur scientifique véritablement derrière cette équation, c'est avant tout une valeur pratique pour pouvoir organiser l'entretien. Donc, on a ces deux modes-là, ces deux revêtements-là, on voit qu'ils sont assez différents. Il y en a un qui va être entretenu à forfait par des industriels qui font venir eux-mêmes les matériaux, qui le connaissent, qui le posent, etc. Et l'autre qui a été développé par les ponts et chaussées eux-mêmes. Et bien que dans son rapport, Darcy, en fait, est assez catégorique, hein, il nous dit que la solution de la question si importante et si controversée de la viabilité dans les villes se trouve dans l'emploi judicieux de la roche asphaltique. Il défend l'utilisation de l'asphalte comprimé, ce qui est également le cas de Homberg hein, en 1865, qui est donc l'ingénieur en chef de la voie publique à Paris et qui fait à peu près le même constat, hein. On est arrivé par l'emploi de la roche asphaltique à construire des chaussées qui paraissent résoudre ou être à peu près le problème cherché avec tant de persévérance. Donc, ils sont tous très enthousiastes vis-à-vis de ça. Mais dans les faits, ce qui va être utilisé, ça va être du coup les empierrements. Comme on le voit ici sur ce graphique hein, qui montre, sur ce tableau en bas, la superficie donc, du pavage des empierrements. On voit bien qu'en 1850, au moment où Darcy écrit son rapport, il y a très peu de voies qui sont empierrées, hein. Ça correspond aux Champs-Élysées, Cours la Reine dans sa continuité, la ligne des boulevards de Bastille à Madeleine, la rue du Faubourg Saint-Antoine, enfin des voies assez fréquentées. Et finalement, en 1860, hein, pour tous les boulevards qui vont être percés et élargis, à chaque fois, ce qui va être fait comme choix, ça va être d'utiliser des empierrements. Et ce choix-là, malgré en fait ce que disent les ingénieurs, ils considèrent quand même que c'est l'asphalte qui est le plus à même de répondre à la problématique. Il y a différentes raisons qui vont expliquer ça, mais moi, ce qui m'intéressait ici, c'est de faire le lien entre le fait que le service du pavé euh, appartient du coup à l'administration des ponts et chaussées et le fait qu'on fasse le choix des empierrements assez trivialement, bah, on fait le lien parce que c'est le revêtement qui a été développé par eux. Ce que ça signifie, en fait, c'est que du coup, ils maîtrisent en fait les techniques d'entretien, d'une part. C'est pour ça que Homberg, dans la notice sur les voies en pierre asphaltée, il peut proposer un tableau de l'usure et des dépenses par kilomètre et son collier. Et on voit qu'il emploie la même formule que Dupuis parce que ça fait partie en fait de la formation des ingénieurs. Ça fait partie des façons, ils savent, ils maîtrisent du coup encore une fois comment dompter l'usure de ces routes-là. Je ne vais pas détailler, mais en gros, c'est aussi pour ça qu'il y a des décomptes, des recensements de la circulation qui sont faits. En fait, c'est avant tout pour déterminer les coefficients de qualité des matériaux, déterminer les dépenses de matériaux en fonction de la fréquentation. Et une autre raison, en fait, ça va être que
l'inscription, enfin l'utilisation d'une technique routière dans un environnement urbain qui est très contraint hein, par déjà d'une part la circulation qui est particulièrement importante, hein, qui est, comme je vous le rappelle, hein, l'entretien repose sur la présence quotidienne des ouvriers, mais à chaque fois qu'ils travaillent, bah, ça crée des forts embarras sur la route. Donc les véhicules vont aborder une parcelle plus petite, vont augmenter l'usure de cette chaussée-là. Il va y avoir une présence ouvrière du coup qui va être plus grande, une présence des contenus qui doit être plus grande et ça augmente les risques d'accident, etc. Donc en fait, la méthode classique là, du puits, elle ne fonctionne pas très bien pour les chaussées qui sont fortement comment dire, fréquentées. Mais en fait, du coup, dans le même effort qui a été de développer les techniques d'entretien, finalement, en fait, l'espace urbain, et l'espace parisien en particulier, constitue un laboratoire pour bah, les ingénieurs des ponts et chaussées qui y travaillent et ils développent notamment bah, la méthode des rechargements généraux cylindrés, qui consiste en fait, au lieu d'avoir une application, donc un soin quotidien, un balayage quotidien de la chaussée et un renforcement matériel par un apport, un approvisionnement en empierrement, on va laisser la route s'user et après on va la reconstruire en appliquant un rouleau compresseur qui présente en plus voilà, l'intérêt de mécaniser l'empierrement. Et on voit un certain attrait pour les machines de la part des ponts et chaussées, hein, c'est pas quelque chose à redémontrer. Et pour preuve notamment, en fait, il y a une seule planche qui accompagne toute la notice sur les voies en pierre asphaltée et elle fait la promotion. Donc en haut, on voit le cylindre à vapeur, hein, tiré par un moteur à vapeur. Donc, vous voyez les deux cylindres de part et d'autre. En bas à gauche, c'est une machine balayeuse de taille fer. Donc là encore, on veut remplacer le travail des balayeurs par une machine. Et à droite, c'est une machine pour concasser les pierres. Donc là encore, normalement, le cassage des pierres se fait au marteau et à la main. Donc là encore, il y a l'idée de transformer le travail humain, le mécaniser, pardon. Donc voilà, donc c'est une conclusion. Voilà, l'asphalte ne sera jamais employé à la même ampleur que les empierrements. Et en fait, je pourrais développer un peu plus dessus, mais il faut aller assez vite là, parce que voilà. Et donc, c'est lié en fait au fait que l'organisation de l'entretien, l'organisation du service municipal, c'est un service détaché des ponts et chaussées. Et du coup, dans cette seconde partie, je m'intéressais du coup à un type comment dire, de source en particulier que j'ai eu l'occasion d'évoquer déjà plusieurs fois devant plusieurs personnes ici présentes. C'est du coup bah, les annuaires qui sont du coup, une source pertinente de l'histoire administrative. Donc, du fait de la bi-appartenance en fait, du service municipal des travaux, hein, qui est à la fois un service de la préfecture de la Seine et un service des ponts et chaussées, et donc du ministère des Travaux publics, il y a deux annuaires qui vont décrire cette structure. L'annuaire, ces deux annuaires-là font partie des corpus législatifs, hein, c'est-à-dire qu'on le retrouve pour la préfecture de la Seine, c'est dans le recueil des actes administratifs, hein, qui liste les décrets, les arrêtés qui concernent bah, le département de la Seine. Et dans le cas de l'annuaire du ministère des Travaux publics, c'est dans les annales des ponts et chaussées, dans la partie loi, décret et arrêté. Donc on voit en fait que en même temps qu'il y a un besoin donc, de rendre public les décisions légales, les législations pour chacun des territoires, il y a une volonté de décrire également l'organisation qui a en charge d'appliquer les dites décisions. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais également, ces annuaires sont à destination en interne. On sait que bah, le recueil des actes comme les annales des ponts et chaussées en fait, sont diffusés bah, pour toute l'administration. Donc il y a aussi un enjeu voilà, de description des annuaires c'est une description pardon, de l'administration pour elle-même. L'avantage de ce croisement-là, c'est qu'on voit que, du croisement pardon, de ces deux annuaires-là, c'est qu'on voit qu'il y a pas, elles n'ont pas la même manière justement de décrire les choses. Donc là, je vais aller assez vite, hein, c'était juste pour montrer qu'il y avait une volonté dès 1853, donc en fait dès 1850, de généraliser les empierrements, hein, puisque on a remplacé Darcy par Dupuy, Dupuy qui a inventé donc l'équation. Et il n'est pas venu tout seul, il est venu également avec son ingénieur ordinaire qui travaillait avec lui en Seine-et-Marne auparavant, qui est Mayer ici en orange, et qui est, son statut, c'est ingénieur des chaussées en empierrement. On le voit à gauche dans les requêtes des actes administratifs. Donc on voit qu'il y a vraiment
volonté de généraliser les impléments. Donc ces annuaires-là, j'en profite pour parler évidemment donc, du projet d'Archival City dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir inscrire un petit peu mes travaux qui a été commencé avant que je débute ma thèse, il y a de ça un petit moment, et qui a notamment publié, donc il y a voilà, plusieurs publications, des data papers sur ces annuaires-là. Il y a eu un gros travail de traitement de données donc, sur l'annuaire de la préfecture de la Seine à partir de 1883, c'est-à-dire au moment où la partie annuaire, elle se désolidarise de la partie recueil des actes administratifs, et du coup, cette partie-là a pu être numérisée pour être ensuite traitée donc de 1883 aux années 1960-1970. Donc, il y aura bientôt également un site internet qui permettra de mettre accès à tous les chercheurs ces données. Donc voilà, donc là aussi l'intérêt de ma présentation, c'est essayer de montrer enfin, l'importance de ces données-là, ce qu'elles peuvent dire également de l'organisation, voilà, de ce qu'elles nous apportent. Donc voilà, donc là j'ai cité, je vous invite à aller voir, à consulter notamment le blog d'archivalcity.hypothèse. Bon, je sais pas, je pense que connaissent évidemment. Hmm. Pour en revenir du coup à la description de l'organisation du service municipal, donc on le voit, l'annuaire va nous donner, de la préfecture de la Seine, nous donne la vision du coup de la préfecture et fait le lien entre les services qui va appeler donc les services annexes, les services techniques et les services, l'administration préfectorale, les bureaux. On le voit ici à gauche, donc c'est la division, la deuxième division, celle de Trémiso, qui n'est pas un ingénieur mais un administrateur. Donc c'est la division en gros des travaux publics. Parmi nous, il y a différents bureaux. Et le deuxième bureau, il a en charge directement les eaux et pavés de Paris. Le service municipal est ensuite ici décrit. Donc ça, c'est l'organisation dont hérite Haussmann au moment où il arrive euh, à la préfecture de la Seine. À ce moment-là, le service municipal, en fait, donc il y a les eaux et pavés qui sont rassemblés et il consiste en fait en deux divisions. Et ce qu'on voit à gauche, c'est Homberg, ingénieur en chef de la première division, et Romani, ingénieur en chef de la deuxième division. Bon, ce que ne dit pas l'annuaire, mais qu'on voit en fait dans les archives, c'est en fait deux divisions qui sont territoriales. Il y en a une qui s'occupe de la rive gauche et l'autre de la rive droite. Et il y a trois sections, première, deuxième, troisième section, qui vont être rattachées à la première division et les trois autres à la deuxième division. Ce qui signifie en fait, c'est que la question, en fait, les dossiers relatifs au projet d'égout, enfin au projet relatif aux eaux et égouts, sont traités par les mêmes ingénieurs, même ingénieur en chef, que les questions relatives à la voie publique, avant que Haussmann n'arrive. Et donc, les sections, en fait, d'ingénieurs, les sections de la voie publique, ont en charge ces deux types de réalisations. La prise en main s'effectue en 1856, effectif d'Haussmann, c'est ainsi qu'on peut le voir dans les annuaires. Ce qui va changer, donc déjà, il va, comme on l'a dit au tout début, écarter Dupuis pour mettre à la place donc Muchal, qui est beaucoup plus en accord, enfin, avec les vues de... Voilà, faut que j'aille beaucoup plus vite que ça. Je sais pas, pareil. Et également, ce qu'il y a à faire, du coup, c'est enfin, rediviser les différentes divisions, en gros, avant, en différents services. Donc, ainsi, il n'y a plus de division donc, territoriale, il n'y a plus que 5 sections qui vont avoir lieu, qui vont être créées. Et donc, il y a le service des eaux, le service du pavé, le service des promenades. Le service des eaux qui va attribuer à Belgrand, qui l'a fait venir, le service des promenades qui va attribuer à Alphin, qui l'a fait venir également des anciens collaborateurs. Donc, on voit qu'il prend véritablement en main euh, la, son organisation. Là, c'est simplement pour mettre en évidence que malgré le fait qu'il y a cette séparation-là qui va être mise en avant, l'arrêté d'organisation du service municipal des travaux précise bien que M. Belgrand, l'ingénieur en chef des eaux, disposera donc des 5 ingénieurs ordinaires préposés au service de la voie publique. Donc ça montre qu'en fait, les ingénieurs de la voie publique ne se contentent pas des chantiers de la voie publique, mais ont également du coup à faire tous les raccordements, participent également à la programmation des travaux pour les égouts, ce qui est assez naturel. Euh, du coup, je sais, ouais, je peut-être parce que j'ai, ouais, ça fait plus d'une demi-heure, donc je pense que je vais finir sur cette slide malheureusement.
Mon objectif aussi, c'était de voilà, proposer un autre récit, un autre narratif sur l'histoire de l'administration également, qui est souvent rattaché à une centralisation entre les mains en fait, d'Alphand, qui est une interprétation qui est tout à fait correcte, tout à fait juste, hein. Et c'est ce qu'on montre ici en fait à gauche, hein. En 1866, pour lui est créé, donc lui qui est la chef des promenades et plantations de Paris depuis 1856. Il va être, en 1866, va être créée la direction de la voie publique et des promenades. Donc, il arrive à obtenir sous son autorité également le service de la voie publique. En 1872, on constate que on agrandit, donc ça fait voie publique, promenade et plantation, beaux-arts, travaux d'architecture, voirie, plan de Paris. Donc, encore une fois, un élargissement des attributions sous la tutelle d'Alphand. On voit également que le nom a changé, la direction de la voie publique et des promenades. Il s'appelle déjà direction des travaux de Paris, même si à l'époque, il y a deux directions. Il y a toujours en fait la direction de Belgrand, mais qui commence à... En fait, on sait que l'objectif, c'est du coup que Alphand puisse prendre en charge la totalité des services techniques à ce moment-là, ce qui advient en fait en 1878, au moment où Belgrand meurt, et jusqu'en 1891 ou 1890, Alphand reste à la tête du coup de toute la direction des travaux de Paris. Donc ça, c'est en fait voilà, le récit très schématique, mais réalisé, classique, enfin connu, de l'histoire des services techniques rattachés à Alphand. Et donc, pour terminer, je vais vraiment pas parler beaucoup, mais euh, je propose en fait, avec les annuaires, avec cette description du squelette, on peut choisir en fait un autre point de vue, qui est celui du coup bah, du service de la voie publique et le service du coup du pavé en particulier. Donc déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est que 1856, c'est la prise en main d'Haussmann, donc c'est à ce moment-là où il est vraiment à son apogée au niveau de pouvoir. Enfin, les grands travaux fonctionnent bien, son financement n'est pas encore, le financement des grands travaux n'est pas encore altéré par les députés. Il obtient même en 1856 que l'État finance la moitié de l'entretien des voies publiques de Paris, ce qui donc soit un forfait, c'est-à-dire que c'est Haussmann, le préfet de la Seine, qui décide la somme à allouer et ensuite l'État qui est contraint de financer la moitié. Et donc en 1856, il met en place une commission de circonscription administrative qui étudie les possibilités d'une extension des limites de Paris. Ça aboutit à la décision d'annexer l'ensemble du territoire compris entre le mur des fermiers généraux et l'enceinte de Thiers en 1860, ce qui va doubler la surface de Paris. Et on le voit ici, en fait, que du coup, le service du pavé va se doter du coup d'une division centrale. C'est du coup une division qui va pas bouger. La décision, en fait, le service du pavé doit prendre en charge du coup le nouveau territoire. Et la solution qui est choisie, c'est du coup de laisser intact l'ancien service, qui devient du coup la division centrale du service de la voie publique ou du pavé. Et du coup d'y adjoindre une autre division avec un autre ingénieur en chef, d'autres sections, qui sera du coup la division suburbaine. Au même moment, du coup, les services de nettoiement vont être placés sous la responsabilité du service de la voie publique. Donc, on voit qu'il y a un élargissement à la fois territorial et aussi thématique, enfin, et aussi des attributions de la voie publique également. Comme, mais la situation, en fait, ce découpage-là n'est pas satisfaisant, en fait, et on le voit en 1866, au moment où la direction de la voie publique et des troupes promenades est créée, en fait, il y a une révision également du service de la voie publique. On parle plus de division centrale, mais de première division. Et c'est pas une différence simplement sémantique. C'est-à-dire que on va, les divisions vont reprendre, et les sections territoriales, pardon, vont reprendre les répartitions selon les arrondissements municipaux. Parce qu'il y a des arrondissements qui sont à cheval sur le territoire nouvellement annexé et l'ancien territoire. Et donc, du coup, on va rompre avec cette idée d'une division centrale et une division suburbaine, même si dans le langage, ça va rester. Et en fait, c'est ce à quoi fait référence le fait de parler de première et de deuxième division. On va chambouler la répartition des sections. La raison en est assez simple, hein, c'est notamment pour coller mieux aux différents lots des cahiers des charges des entrepreneurs qui ont en charge l'entretien du pavé. En 1872, on est le contexte politique, donc c'est juste après la guerre franco-prussienne. Donc là, la ville de Paris doit payer une lourde dette. Elle est également endettée des travaux d'Haussmann, hein. À partir de 1860, il est obligé d'emprunter pour pouvoir financer ces grands travaux-là.
Également, il y a un conflit, il y a eu enfin, avec la commune, plus le siège, il y a eu donc des conflits au sein même de la ville qui ont exigé de grandes réparations. Bref, c'est un contexte assez déprimé pour la ville et dans ce contexte-là, la question se pose de savoir est-ce qu'on poursuit ou non les grands travaux initiés. Et donc c'est pour ça en fait que l'objectif va être de réduire les coûts. Et c'est pour cette raison en fait que notamment Alphand obtient les attributions d'une autre direction, hein, la direction de la voirie ou la direction, et la direction de l'architecture, parce que ça permet de faire des économies sur le traitement de ces agents. Et de la même façon, on voit aussi que bah, la voie publique obtient la division, première division de la voie publique et de la voirie. Ça me permet de faire remarquer que voie publique et voirie, c'est différent. La voie publique, c'est tout ce qui va être l'entretien matériel en fait de la chaussée, c'est tout ce qui est réalisé par les ingénieurs. Et la voirie, c'est tout ce qui va être plutôt le tracé. C'est réalisé par des commissaires voyers, du coup. Et donc voilà, les alignements et le tracé, donc le plan de Paris, quoi. Donc là encore, il y a un élargissement des compétences de la division de la voie publique. J'ai beaucoup parlé. Ce que je voulais dire après, c'est que ça cause des instabilités qu'on arrive en fait à percevoir par l'étude des annuaires, mais je vois qu'il est moins le quart. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je pense que je vais laisser la modération et au pire, je pourrai revenir dessus. Je suis désolé, j'espère que ouais, j'aurais peut-être dû concentrer ma présentation là-dessus, quoi. Problème, c'était relativement clair, il y a pas de souci. Je vais laisser tout de suite la parole à Louis pour qu'il puisse commencer en fait la modération et les échanges avec le public. Paul, si vous pouvez en fait arrêter le partage d'écran, on y reviendra éventuellement mais pour qu'on puisse tous se voir. Donc je précise que donc Louis, comme je l'ai dit, est actuellement maître de conférence à Nîmes. Il a publié récemment deux ouvrages qui sont tout à fait en rapport avec ce déjeuner, l'histoire des transports et de la mobilité chez Armand Collin en 2022, et puis une version abrégée de sa thèse, Pavage, garage, dallage la rue à Lyon, 19e, 20e siècle, aux éditions de la Sorbonne, il y a quelques mois, en 2023. Donc, Louis, c'est à toi. Bon, merci beaucoup pour la présentation et effectivement le rappel donc des bouquins et de mes travaux. Alors au départ j'étais un petit peu embêté, Paul, en lisant tes éléments de présentation parce que bah, moi j'ai plutôt commencé à la fin du 19e. J'ai pas trop traité la période dite haussmannienne à Lyon, enfin qui est vaïtienne à Lyon. Mais en fait en t'entendant là, j'ai retrouvé quand même quelques éléments de continuité qui font que finalement on devrait pouvoir dialoguer assez facilement. Voilà. Avant tout, peut-être, s'il y a des questions dans le public, que bon, moi j'en ai plein, mais bon, Ils vont venir au fur et à mesure. Commence. ça marche. Du coup, je m'interrogeais un petit peu sur le lien que tu faisais entre le fait que l'empierrement était le plus utilisé dans les faits, ça j'ai effectivement pu l'observer aussi à Lyon sur la même période, et l'appartenance ou la bi-appartenance du service par rapport au pont et chaussée. Voilà. Moi, dans le cas de Lyon, effectivement, l'empierrement est assez largement utilisé et le pavé, donc type échantillon de grès, etc., euh, les plus à partir du début du 20e, quand en gros les finances municipales le permettent, pour dire ça de manière assez raccourcie. Mais du coup, sur la plupart du 19e, c'est clairement l'empierrement qui est dominant. Voilà. Alors même que côté lyonnais, les ingénieurs municipaux, finalement, fonctionnent de manière assez cloisonnée par rapport au service des ponts et chaussées du Rhône. Je, je réponds maintenant, du coup, un peu. C'est pas- Alors, ce lien-là, oui, je suis allé assez rapidement. Il y a plusieurs éléments, en fait, sur moi. Bah, déjà, d'une part, c'est que c'est celui qui, comme je dis, en fait, qui a été développé. Il est vraiment au cœur de grands débats sur la manière d'entretenir, en fait, et ça touche comment est-ce qu'on fait pour édifier un réseau routier à l'échelle même du royaume, ce qui est la question centrale avant, enfin, même, sous la Restauration, puis sous les monarchies de Juillet. Et du coup, ça passe et en fait, ça passe par l'empirement, par la discussion, voilà, des techniques d'entretien. Et déjà, en fait, dans cette discussion-là, il y a déjà, en fait, la ville de Paris occupe déjà une place particulière parce que Dupuis, j'ai montré, il a vraiment synthétisé, c'est vraiment
une personnalité assez importante parce que l'équation qui met en exergue, elle va être reprise par les autorités au niveau national. Dès 1844, il y a des recensements de la circulation qui sont faits sur toutes les routes pour comptabiliser, pour pouvoir appliquer cette formule-là. En 1850, lorsqu'il est appelé par Louis-Napoléon Bonaparte, alors, il y a eu également une circulaire qui est publiée qui, du coup, bon, qui n'oblige pas, qui contraint pas, mais qui engage à utiliser la formule. Il y a des recensements qui sont faits régulièrement, donc ça, c'est vraiment utilisé. Et depuis, au moment où il a eu l'intuition de ce système-là d'entretien, en fait, il avait été appelé aux Champs-Élysées. Et en fait, la particularité, c'est Ok. qu'aux Champs-Élysées, il y a beaucoup, beaucoup plus de circulation que sur les voies nationales. Et donc, en fait, c'est là où il s'est rendu compte que, bah, certes, balayer le système qui avait été développé par son ingénieur en chef, c'était de balayer la chaussée uniquement. Et en fait, il s'est rendu compte que si on faisait que ça, et ben, en fait, aux Champs-Élysées, on arrivait à voir que bah, l'épaisseur allait être consommée et que du coup, c'est là qu'il y a eu toutes ces intuitions-là, quoi. Et donc, déjà à ce moment-là, en fait, bah, la ville de Paris occupe une place déjà un peu particulière qu'elle ne cesse d'avoir par la suite, parce que la méthode de rechargement généraux-cylindrés, c'est celle qui va être employée après pour les roues, même les routes goudronnées durant l'entre-deux-guerres après. Donc déjà, c'est un élément. En plus, c'est que bah, ce que montre aussi la formule en mettant bah, la fréquentation en collier au cœur la répartition des cris d'entretien, c'est que c'est un revêtement qui est pensé précisément pour la locomotion attelée. Et à ce moment-là aussi, la sonorisation, c'est aussi le moment où du coup, il va y avoir, bah, il y a de plus en plus de voitures qui vont traverser, mais en fait, il y a une conscience qu'en élargissant les boulevards, ça va augmenter le volume possible des circulations. C'est l'un des buts, en fait, de cette chose-là, parce qu'il y a même des omnibus qui vont être... il cite énormément les omnibus et on sait qu'il y a une politique en faveur. En 1955, il y a une réunion de la CGO pour essayer de multiplier des lignes, même pour des endroits un peu moins rentables. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui peut jouer. Bon, c'est pas la seule, mais c'est aussi surtout parce que voilà, ils maîtrisent véritablement les empierrements. Il y a aussi en fait des questions aussi matérielles, hein. Les empierrements, c'est des pierres et en fait, on va les chercher à Clichy, on va les chercher à proximité, alors que l'asphalte, il doit venir de loin. Il y en a beaucoup moins. On pourrait pas en fait, en réalité, je pense qu'il y a aussi la notion matérielle qui est quand même assez principale, mais je voulais pas la mettre en avant ici. Il est moins connu en fait l'asphalte et ils se rendent compte dans les archives quand on va voir des fois ils voient que les entrepreneurs, les industriels fournissent des mauvaises qualités et on est obligé de revoir un petit peu les choses à la baisse quoi. Et en fait ils ne maîtrisent pas aussi pour cette raison-là quoi. Ils n'ont pas encore les notions vraiment tout ça qui est vraiment stabilisé contrairement aux empirements. Donc voilà un peu plusieurs éléments en vrac. Super, bah effectivement, ça corrobore pas mal ce que j'ai pu observer côté lyonnais, où l'empierrement, l'avantage financier est assez clair parce que, bah, pareil, ils vont chercher des pierres, en gros. En plus, bon, Rhône et Saône, il y a quand même un peu de marge pour aller chercher des cailloux autour dans les communes périphériques. Donc ça, les petits ingénieurs lyonnais, ils aiment bien. Mais pour le grès et le granit, il y a des carrières pas forcément très loin non plus, disons à quelques dizaines de kilomètres. Donc c'est aussi pour ça que assez rapidement, début 20e, le pavé devient le revêtement principal, ou du moins le revêtement principal qui est établi. Ça, c'est aussi un point commun que j'ai relevé au cours de ton intervention. Euh, c'est l'importance aussi de l'annexion. Euh, à Lyon, on a, pareil, durant la période du Second Empire, l'annexion des communes de la Guillotière et de la Croix-Rousse en 1852, avec des impératifs de rattrapage en termes d'équipement. Et c'est à mon avis aussi pour ça que le pavage échantillon est aussi tardif, c'est qu'il y a d'abord, jusqu'aux années 1880-1890, des programmes de travaux sur les revêtements de chaussée qui sont explicitement faits pour, en gros, rattraper le retard sur les arrondissements des communes nouvellement rattachées. Voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as observé aussi, ou s'il y a une Ouais, ouais, forme de cloisonnement entre Paris-Centre et Néo-Paris, disons.
Non, non, d'ailleurs, non, ça me fait penser justement à quelque chose. Effectivement, hein, l'annexion, c'est un rôle majeur dans toute l'histoire parce que c'est aussi ce que j'ai montré dans l'évolution des crédits nécessaires pour l'entretien des voies. Ça a fait exploser une courbe exponentielle. Donc, il y a eu après des combats des négociations, pardon, entre l'État et la ville pour revoir à la baisse les subventions de l'État et qui vont avoir un effet sur les crédits qui vont être portés pour les empiремents. Et finalement, du coup, il n'y aura plus les moyens nécessaires pour faire une maintenance euh, adéquate. Donc c'est pour ça qu'ils innovent avec d'autres méthodes, hein, notamment. Et effectivement, donc déjà, l'impératif de rattrapage, il est évident. Dans tous les trucs sur l'annexion, ce que j'ai pu voir, en fait, c'est un argument qui est mobilisé par Haussmann, hein, pour essayer de le faire accepter. C'est auparavant, et ça c'est vrai, hein, auparavant, vous aviez droit aux anciens pavés de Paris, aux pavés que Paris refuse. Darcy, en 1850, il dit il y a annuellement, la ville de Paris, elle consomme 1 800 000 pavés. Et pour avoir 1 800 000 pavés, il faut qu'elle s'en approvisionne, pardon, 3 100 000, je crois, et quelques. Et donc, il y a la différence entre les deux, bah, elles sont vendues aux communes voisines parce que c'est pas le bon échantillon. Donc, ça veut dire que c'est des trucs trop gros, trop petits, souvent trop gros d'ailleurs, mal calibrés, etc. Donc, on voit aussi que ça a des pavés un peu de moins bonne qualité également, quoi. Et donc, c'est évidemment une des choses de dire, bah, en intégrant la ville de Paris, les chaussées, vos chaussées vont devenir des chaussées de la ville de Paris. Et ils vont devoir, du coup, quand elles vont être entretenues directement par la ville de Paris. Et du coup, ça va être des chaussées un peu plus belles, etc., etc. Je pense aussi que c'est pour ça que du coup, ils vont pas forcément chercher un autre revêtement tout de suite, d'autant plus qu'en fait, en annexant cette commune, enfin la couronne suburbaine, ils intègrent aussi le personnel des ponts et chaussées qui y travaillait. Et ça, c'est un litige. J'avais dit avant, en fait, le nettoiement et c'est donc le balayage de la chaussée, hein, qui est un acte enfin, majeur, hein, de la conservation des empierrements. Mais en fait, il est partagé. Il y a les cantonniers d'empierrement qui dépendent de la voie publique d'une part, et il y a le service de la salubrité qui appartient à la préfecture de police, pour nettoyer, comme toutes les rues, hein, les boues, etc., qui s'en charge. Et en fait, ça pose un problème pour les voies empierrées parce que il y a double usage. Et surtout, c'est un personnel qui est spécialement formé, le cantonnier, qui est spécialement dirigé pour ça, alors que les balayeurs et balayeuses de la salubrité, ben, en gros, ils font n'importe quoi. Enfin, c'est ce que disent les ingénieurs de la voie publique, et donc ils se plaignent régulièrement en disant, bah, de toute façon, là, c'est pas possible d'entretenir ça d'une façon correcte. Et donc en 1860, ils obtiennent d'intégrer un service de nettoiement, mais il n'y a pas de conversion directe en fait du personnel. Ils récupèrent le personnel des balayeurs de service de la salubrité et il faut encore pouvoir le former. Alors que du coup, et c'est du coup la différence avec la division suburbaine, eh ben, c'est directement des cantonniers d'empierrement en fait qui sont également recrutés directement. Donc là aussi, ça a permis de faire en sorte, bah, tous les ingénieurs sont déjà en fait ceux qui étaient au service ordinaire, dans le service ordinaire de la Seine, bah, ils s'occupaient déjà en fait des empierrements. Donc il y a également en fait une continuité pour l'espace de l'annexion, quoi. Oui, Loïc. Oui, pour prolonger un petit peu cette discussion, un petit peu sur les conséquences de l'annexion, c'est-à-dire en fait faire le rapprochement aussi avec le Grand Paris. Moi, j'avais deux questions. La première, en fait, elle concerne ce qu'il y a au-delà de l'annexion de 1860, parce qu'on parle de territoire suburbain, donc ça se comprend bien dans l'esprit des archives de 1860, mais les historiens aujourd'hui parlent de petites banlieues pour en fait distinguer ce territoire entre l'enceinte des fermiers généraux et l'enceinte de Thiers, du territoire qui est au-delà de l'enceinte de Thiers, qui correspond à la banlieue parisienne, mais qui rentre bien dans les compétences de la préfecture de la Seine. Et donc la question, c'était à partir de quel moment cette harmonisation de l'entretien de la voirie va toucher en fait des communes comme Saint-Denis, comme Gentilly, enfin des communes qui sont dans la proche banlieue, dont on sait en fait qu'elle est en voie d'urbanisation rapide. Alors peut-être un petit peu plus tard, peut-être à partir des années 1880-90. Et la deuxième question que j'avais, c'est Paris et le reste de la France. Parce que l'une des archives sur lesquelles vous vous appuyez, c'est les Annales des ponts et chaussées. Et les Annales des ponts et chaussées, c'est pas une revue parisienne, c'est une revue nationale, évidemment. Et donc, par rapport à ça, il y a beaucoup d'ingénieurs de province qui s'expriment dans ces annales. Et donc, est-ce qu'il y a une spécificité parisienne par rapport à l'entretien de la voirie, en dehors de la question de l'économie d'échelle? Parce que là, il y a une économie d'échelle qui est de toute façon à part par rapport au reste de la France et des villes. Ou est-ce que finalement, il y a une espèce de perméabilité entre les ingénieurs qui travaillent à Lyon, à Marseille, ailleurs, et puis les ingénieurs qui travaillent en fait sur la voirie parisienne?
Et- donc déjà par rapport à la première question, ça va être en fait assez rapide. Bah, le service de la voie publique, il a été, enfin, du coup moi ce que j'étudie, il se cantonne toujours en fait à l'entretien du coup du Paris Intramuros. Il doit y avoir en fait il y a forcément aussi des liens parce que c'est effectivement de toute façon c'est des collègues et puis même quand je vais regarder les trajectoires un peu, donc les carrières des ingénieurs, il y a une bonne partie qui viennent soit du département de la Seine, soit de Seine-et-Marne, qui après restent. Enfin, il y a un pôle d'attractivité. De toute façon, c'est ce que dit Haussmann aussi. Le département de la Seine, c'est un pôle d'attractivité assez important pour ces ingénieurs-là. Ce que je sais, c'est que bah, effectivement, sinon, bah, ils vont chercher les empierrements également un peu au-delà de Paris. Mais sinon, de savoir comment est-ce que les réalisations à Paris vont toucher la ville de Manlieu. Là, du coup, je pourrais pas trop, je sais pas trop répondre. Moi, les correspondances que je vois, c'est être plus des villes en fait. La ville de Bordeaux qui vont demander des choses, la ville du Havre qui va demander qu'est-ce qu'on fait, la ville de Lyon également, où après il va y avoir des changements. On va regarder ce qui se passe à Édimbourg, on regarde ce qui se passe à Londres. Le rouleau compresseur initialement, il vient de Prusse, par les villes d'Alsace. Enfin, il y a des échanges, mais je vois, c'est plus. Moi, de ce que j'ai vu, c'était plus, en tout cas dans les archives, un plus urbain. En fait, il faudrait étudier, mais spécifiquement, je pense, les archives du coup de la Seine, et c'est pas les mêmes, c'est pas dans les mêmes. C'est vraiment deux services différents, donc c'est pour ça que je ne sais pas. Après, pour la spécificité parisienne, du coup, c'est vrai que dans les annales, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que de 1830 à 1850, c'est-à-dire bah, jusqu'à le rapport de Darcy, c'est vrai que bah, Paris est pratiquement absente. La seule fois où il apparaît un peu dans ces recherches-là, en fait, bah, c'est un article de Hachette, qui est un ingénieur parisien, il y a aussi Léveillé-en-Berg, en fait, et ils vont dire, bon, arrêtez de vous consacrer aux empierrements, le pavé, il est bien aussi. Ils vont défendre le pavé en disant que bah, trop souvent, des fois, on l'enlève alors qu'en fait, bah, il est plus résistant et du coup, il est moins coûteux à entretenir que les empierrements. Donc certes, en fait, il y a un peu une voie, on a l'impression des fois une confrontation en fait, du progrès. C'est-à-dire qu'en plus, ce que veulent faire ces ingénieurs parisiens-là, c'est déjà d'une part leur dire de ne pas forcément retirer les pavés, mais surtout en fait les inciter à s'intéresser également à dire bah, peut-être que si on travaillait autant qu'on le fait sur les empierrements, mais sur les pavés, on pourrait aussi développer cette technologie, cet objet-là, quoi. Et d'ailleurs, Darcy, en 1850, lui, il n'est pas très pour le macadam, enfin, en tout cas, il tire la sonnette d'alarme pour dire que bah, déjà que c'est coûteux pour les routes nationales, mais alors, pour les routes parisiennes qui sont beaucoup, beaucoup plus fréquentées, ça va être enfin, il faudra mettre énormément de moyens dedans, quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment. Enfin, non, la ville de Paris apparaît, en fait, c'est à partir de Dupuy. Et c'est Dupuy, du coup, qui, comme il a travaillé aux Champs-Élysées, il explique que c'est là qu'il a eu cette intuition-là. Du coup, l'ancien ingénieur, son ancien ingénieur en chef, qui lui-même critique, il va le critiquer là-dessus. Et il va y avoir d'autres articles sur la voie parisienne, et ça va ouvrir un petit peu le lieu. Puis après, il y aura moins d'articles sur la route entre 1860 et 1870, quoi. Mais il y a une question de Nathalie. Oui, Nathalie. Oui, ben, j'avais déjà eu l'occasion de t'écouter il y a quelques mois. C'est encore d'autres pans de ta thèse qui sont passionnants. Moi, je me demandais en fait, alors Jules Dupuis, il va produire aussi des œuvres d'économie, hein, c'est aussi un économiste. D'ailleurs, j'imagine que tu connais les travaux de Costas, hein, euh, qui étudie et qui va encore plus approfondir, je pense, ses œuvres. Et en fait, ce que je voulais savoir, c'est dans l'examen en fait des archives, des rapports, des discussions, des débats, etc. De quelle façon effectivement ce débat économique apparaît sur le choix technologique. Donc, qu'il s'agisse effectivement, tu en as parlé, des matériaux, de leur provenance, des machines, de la réalisation, de l'entretien évidemment, et du coup effectivement du travail, de la mobilisation des cantonniers. Parce que c'est un débat qui touche aussi par exemple à la question des chemins de fer, je pense, enfin, de manière générale finalement. Et la deuxième question, j'ai peut-être pas été assez attentive sur ta borne, en fait, la borne de terminaison finalement de tes travaux. Euh, et alors, est-ce que c'est parce que enfin, c'est le choix justement d'une autre technologie, en fait, de l'asphalte, ou est-ce que c'est par rapport
à la question des services, effectivement, que tu étudies. Mais je me demandais en fait ce qui explique le passage euh, à une autre technologie, en fait, à l'asphalte ou au bitume, etc. Et donc, comment tu analyses en fait ce moment de basculement au travers de l'étude des débats au sein de la municipalité, et notamment toujours de cette question des débats économiques au sens large. Ben, pour répondre, quoi, effectivement, Jules Dupuis, il est d'ailleurs avant tout reconnu et mis en avant pour justement j'avais vu ça, la pensée économique, qui est en fait qui est liée également sur la notion de valeur, la notion d'utilité qu'il a produite et qui commence par ces questions d'entretien et des frais d'entretien parce que c'est un bien qui va être public donc parce que ça va être lié également en fait bah, enfin les débats sur l'entretien de la voirie sont liés également à des questions bah, de police de roulage. Est-ce qu'il faut empêcher les voitures trop lourdes de passer mais de rouler parce elles usent beaucoup la chaussée, mais d'un autre côté, en les chargeant un peu plus, on permet de développer plus de marchandises. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a vraiment aussi toute cette pensée. Et en fait, c'est dans ce cadre-là aussi qu'il y a ce débat-là hein, de l'entretien. D'ailleurs, ils font que de rappeler, en fait, bah, OK, les empierrements, ça coûte cher à entretenir, mais en fait, c'est le prix à payer pour permettre le déplacement des marchandises. Et si l'entretien n'est pas assuré convenablement, c'est pas seulement l'infrastructure qui va péricliter, mais c'est avant tout les frais de transport qui vont augmenter. Donc, il y a un intérêt économique qui est assez présent que du coup, que je vois moins en fait dans les rapports parisiens. Et ça, c'est quelque chose aussi assez étonnant. J'ai déjà remarqué, enfin, vous m'avez déjà aussi fait remarquer Sabine Barnes, c'est aussi finalement dans les rapports, dans les considérations, même là, la notice Bloomberg, euh, le transport des marchandises, il n'est jamais vraiment beaucoup évoqué. Enfin, à certains moments quand véritablement c'est sorti d'usine, mais ce qui est plus mis en avant et dans ce que moi je vois, ça va être des questions de nuisances sonores, euh, ou alors après avec la poussière, des nuisances ou de la boue, des nuisances de cette sorte-là. Mais pour le transport des personnes, j'ai l'impression qu'il y a la volonté de mettre en avant l'image de Paris comme vraiment une ville de luxe, pas forcément pour les marchandises qui vont venir, mais avant tout pour voilà, des belles avenues, des beaux boulevards qui doivent rouler, tout ça. Donc c'est pour ça que je vois pas trop non plus. J'ai pas enfin, je vois pas une grande place, en tout cas dans les rapports que moi je consulte, hein, en tout cas, enfin à Paris, sur ce chose de la pensée économique, etc. Et même finalement l'équation que j'avais mentionnée des dépenses d'entretien mis en place par Dupuis. Même lui, il le dit, finalement, c'est plus pour, voilà, pour donner un peu des indications, pour réfléchir à la manière d'entretenir plutôt que de vraiment taper. Et après, effectivement, ça va être sur les questions de chemin de fer, d'établissement, bah, quel prix on va donner au chemin de fer. Et là aussi, il y a beaucoup de travaux. Alors là, par contre, du coup, je connais pas, je suis pas allé plus loin là-dessus, quoi. Et après, pour la borne du coup, un peu chronologique finale, donc déjà, bah, il y a la présentation ici. Bah, du coup, bon, déjà, elle est un peu tronquée par rapport à ce que je voulais faire, mais je comptais m'arrêter du coup 1878, ce qui est une borne pertinente pour moi parce qu'à partir de 1880, la solution technologique pour remplacer les empierrements qui sont problématiques, hein, et c'est pour ça qu'en fait, ils font la promotion avant de l'asphalte comprimé, ça va être en fait pour trouver un remplacement aux empierrements. Et en fait, le choix qui va être fait, ça va être d'utiliser du pavage en bois. Alors, 1881, c'est un moment où ce qui va un peu mieux, c'est après 1878, l'exposition universelle. La dépression économique, financière auparavant est un peu plus comblée. Et ils font appel, du coup, alors je ne sais pas exactement, faut encore que je creuse, je ne suis pas encore là dans l'écriture de ma thèse, mais ils font appel à ce moment-là à des entrepreneurs pour commencer à mettre en place le pavage en bois. Et c'est assez intéressant également parce qu'ils veulent prendre en charge, en fait, c'est un peu dans la continuité des empierrements. C'est eux qui gèrent directement le personnel cantonnier, c'est pas les ouvriers de l'entrepreneur, c'est avant tout les ouvriers que leurs propres services vont sélectionner. Et bah là, pour le pavage en bois, il y a une continuité parce que c'est eux ils veulent tester, ils vont mettre en place une usine de pavage en bois. Ils envoient un ingénieur dans les Landes à Bordeaux pour repérer les bois, les sources de bois. Ils mettent en place un réseau d'approvisionnement qui va jusqu'à l'usine. Ils essayent d'entretenir une partie de la voirie. Ils constatent qu'ils y arrivent moins cher que des entrepreneurs. Et du coup, ils décident de prendre en charge l'intégralité de l'entretien et de l'approvisionnement du pavage en bois. Et donc, voilà. Après, dans le bah, du coup aussi, et ce choix technologique-là du pavage en bois, bah, c'est après la Première Guerre mondiale, ça devient trop cher. Il y a des problèmes de glissement avec
l'automobile. Et c'est aussi un autre, on sent, il y a même un autre modèle, même économique, hein, et on perçoit aussi chez les ponts et chaussées, ils vont commencer du coup, enfin, l'innovation ne sera plus du coup comme en 1830, 40, l'empirement qui est complètement également contrôlé, maîtrisé par les ponts et chaussées. Là, ça va être par des industriels. Et, euh, et c'est des industriels qui vont du coup innover, qui vont penser à de nouveaux matériaux. Et voilà, les points chaussés, vous regardez, vont suivre, évidemment, hein, les essais, mais sans le prendre en charge avec la même implication, quoi. Et donc, c'est pour ça que je m'arrête, du coup, pour ma thèse, moi, à la Première Guerre mondiale, quoi. Pour compléter sur ces aspects de changement de technologie, effectivement, dans le cas de Lyon, moi, j'avais observé que les aspects économiques étaient, disons, un aspect parmi d'autres, et que beaucoup d'autres choses interviennent, et notamment une pensée en quelque sorte en termes de système. Il y a un système du pavé comme il y a un système de l'asphalte. Et bah, effectivement, sur les pavés de bois, par exemple, les ingénieurs du service municipal de voirie à Lyon ont essayé au début des années 1880, en partie, je pense, sur modèle parisien. Ils organisent même un voyage à Paris pour voir un peu comment c'est fait, je suppose aussi pour rencontrer leurs collègues. Et ils essayent sur quelques rues centrales de Lyon. Donc là, on voit bien le côté un peu prestigieux du pavé de bois. Et au final, ils arrêtent au bout de moins de 2 mois en considérant cela comme un échec. D'une part parce que l'usure est plus rapide que le pavé d'échantillon qui était habituel sur ce genre de rue. Et puis parce que bah, finalement, ils se rendent compte, et ça apparaît dans les rapports, que bon, qu'ils savent pas trop faire. Et que donc le coût du changement aussi dans le service pour embaucher des gens qui soient compétents pour établir et gérer le pavé de bois serait finalement trop élevé et pas jugé pertinent en tout cas. Voilà. Parce que côté lyonnais, le pavage fonctionne. Alors, il n'y a pas un service du pavé constitué, c'est un service de la voie publique beaucoup plus général. Par contre, le pavage fonctionne en régie municipale. Et donc, j'avais un chiffre sur les années 1910, en gros, 25 paveurs, euh, bon, sans compter les gens de l'entretien, donc des gens voilà, qui vont établir les pavés. Et bah, ces 25 paveurs-là, la municipalité n'est pas prête à renoncer à cet écosystème du pavé avant les années 1920. Ils passent à des chaussées avec revêtement bitumineux, plutôt de mauvaise grâce. Et l'ingénieur en chef du service précise bien dans un rapport que c'est pas un impératif économique. C'est-à-dire qu'économiquement, le pavé d'échantillon de grès par rapport à la circulation de la plupart des rues lyonnaises est plus économique que les revêtements bitumineux qui s'usent et qui doivent être renouvelés beaucoup plus souvent. Mais en gros, sa conclusion, c'est de dire, bon, l'asphalte a les faveurs du public, ça fait pas de bruit, c'est plus confortable pour rouler, notamment en automobile, donc ben, abandonnons le pavé. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas avant les années 1930, donc en termes de chronologie, on commence à être un petit peu loin de Paul. On va Voilà, prendre une Cédric, si dernière tu veux. question, celle de Cédric. Je ne sais pas s'il y a encore le temps parce que du coup, on déborde beaucoup. Tout d'abord, c'était une première remarque. Moi, je trouve assez intéressant certains aspects ici de tes travaux qui recroisent des choses que dit l'histoire urbaine environnementale sur le fait que les solutions techniques qui sont adoptées ne sont pas toujours les plus rationnelles ou celles qui sont les plus avancées technologiquement, mais elles relèvent de rapports de force sociaux, de choix d'une histoire sociale en fait derrière. Et je trouve que là, ça recoupe plutôt bien ce que tu montres, notamment aussi ici sur on va dire, rivalités professionnelles ou démarcations aussi sur des enjeux au sein d'une municipalité, plus les aspects sur le prestige. J'avais juste une très très brève question, c'était pour voir, toujours pour recouper peut-être avec des préoccupations d'inventer le Grand Paris. Tu as parlé brièvement des échanges internationaux. Ces échanges internationaux, est-ce qu'ils sont importants ou vraiment mineurs? A priori, sur la chronologie, on s'attendrait à ce qu'ils puissent être mineurs, mais Quentin Deluarmoz a montré que, par exemple, sur les techniques de police, c'était majeur, en fait, à l'époque. Est-ce que c'est mineur? Et est-ce que, pour ce que tu en as vu, ça recoupe aussi les rivalités professionnelles, c'est-à-dire sur les sources qu'on va chercher éventuellement à l'étranger? Si tu as des données, parce que c'est possible que ce ne soit pas au centre de tes recherches et au centre de tes sources.
Euh, du point de vue international, il y a beaucoup. C'est un peu des demandes en fait un peu politiques, un peu comme Darcy qui a envoyé, on voit, c'est le ministère des Travaux publics qui veut voir, et puis on sait l'exemple qu'a constitué Londres sur certains aspects. Après, non, effectivement, avant les congrès internationaux, il y a des regards il y a des articles à chaque fois, mais par exemple sur l'asphalte comprimé, les premiers moi, articles du coup du côté anglais que je vois qui mentionnaient l'asphalte parisien, c'est 1878-1880 quoi. Donc alors que les premiers essais c'est en 1850 et que bon, c'est vraiment en 1860 qu'il y a quelques voies qui sont un peu asphaltées à Paris. Et en plus, d'ailleurs, les articles anglais sont l'œuvre d'un industriel français en fait qui publie des traductions et qui montre ah regardez à Paris j'utilise mon asphalte c'est quelque chose de très très bien etc etc. Donc effectivement il y a quelques correspondances mais à chaque fois en fait ça va pas très très loin je vois pas vraiment tellement de copies en tout cas pour cette période-là. Après, pour le pavage mosaïque, à Paris, ils disent qu'il vient de Berlin. Alors, je n'ai pas pu statuer si c'était vrai ou pas. C'est juste qu'au bout d'un moment, et on le voit en fait passer dans un rapport sans dire, enfin, sans sourcer véritablement. Donc, j'en sais absolument rien. Mais sinon, voilà, effectivement, c'est pas trop à ce moment-là, quoi. C'est plus après, ouais, avec les routes, en fait, qu'il y a vraiment un problème international. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour le Congrès international de route, la ville de Paris, au tout début, donc avant la Première Guerre mondiale, est très présente. Et elle sollicite même à mettre en place une question spécifiquement sur le pavage en bois. Et on voit que tous ceux qui parlent du pavage en bois disent, bah, un peu comme en fait à Lyon, bon, on a essayé, c'est soit trop cher, soit, enfin, c'est pas suffisant. Il n'y a que la ville de Paris qui publie un gros, long rapport avec tous les tableaux. Et en fait, s'il peut publier ce rapport, ce que ça signifie derrière, c'est également, pour rebondir sur ce que je disais, c'est parce qu'il existe un écosystème, c'est qu'ils ont voulu investir. Peut-être que c'était pas pareil économiquement pertinent à un moment, mais en fait, du fait de l'investissement, du fait de l'usine, du fait de tout ça, ça l'est devenu, en tout cas enfin, ça l'est devenu dans les faits pour eux, pour des voies très fréquentées. Ok, on va arrêter là pour pas trop dépasser. Donc, je voulais remercier Louis Baldasseroni, je voudrais remercier Paul Le Sieur et les membres du groupe IGP ainsi que les autres collègues ici présents. On voit bien en fait que la thèse de Paul est vraiment extrêmement prometteuse. On est en 2024, donc je reboucle avec André Guillaume parce que ça nous a quand même fait pas mal de peine. En 1984, il y a tout juste 40 ans, André publiait un livre important sur ce sujet qui s'appelait Corps à corps sur les routes. Voilà. Mais on voit bien en fait comment les perspectives de recherche ont pu évoluer et la fécondité de ce champ qui a été arpenté, notamment par la thèse de Louis. Et donc, Paul, il faut vraiment aller au bout maintenant de la thèse. On l'attend pour 2025 et je pense que ça sera relativement important. C'est toujours assez courageux de s'attaquer à Paris, qui reste souvent un petit peu un angle mort par rapport à l'histoire urbaine. On a l'impression que c'est très connu, mais sur des sujets aussi évidents que ça l'est pas tant que ça, et c'est particulièrement complexe à démêler. Merci donc à tous et à toutes, et puis donc rendez-vous ailleurs sur d'autres types de formats. On continuera nous les rencontres avec les jeunes chercheurs, mais sous une forme plus en présentiel et dans le cadre du gradué de programme Futur Urbain qui, lui, devrait continuer jusqu'en 2028. Voilà. Merci à tout le monde et puis Merci à toi, Loïc. bon après-midi. Au revoir. Au revoir, Merci beaucoup. merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt.